Lors des funérailles de mes bébés jumeaux, morts dans leur sommeil, ma belle-mère a déclaré « Dieu les a repris parce qu'il savait quel genre de mère ils avaient ». Les proches chuchotaient et acquiesçaient. J'ai perdu les pédales et j'ai commencé à pleurer en criant « Peux-tu au moins te taire en ce jour ?» Ma belle-mère s'est approchée de moi, m'a giflé, m'a attrapé la tête et l'a cognée sur le cercueil de mes bébés en disant « Tu ferais mieux de la fermer si tu ne veux pas finir là-dedans ». Mon mari restait là, disant « Dégage à l'instant ». Comment oses-tu manquer de respect à ma mère? C'est alors que ma fille de 4 ans a tiré sur la robe du pasteur. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, ma belle-sœur a essayé de l'attraper, mais ma fille a alors crié « Pasteur John, est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que grand-mère a mis dans les biberons ?» La salle est devenue silencieuse. Le funérarium sentait le lys et la mort. 2 minuscules cercueils blancs trônaient à l'avant de la chapelle, chacun mesurant à peine 1 mètre de long. Mes jumeaux, Oliver et Lucas, étaient encore en vie il y a tout juste 5 jours. Maintenant, ils n'étaient plus là, et je me tenais dans une file de condoléances, acceptant les mots de gens qui me regardaient comme si j'étais une meurtrière. Ma belle-mère, Diane Morrison, portait du noir de la tête aux pieds, avec un voile dramatique couvrant son visage. Elle tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle, tandis que les proches lui tapotaient l'épaule et murmuraient leur sympathie. Mon mari, Trevor, se tenait à côté d'elle comme un chien de garde loyal, la mâchoire serrée chaque fois qu'il jetait un coup d'œil dans ma direction. La police avait conclu au syndrome de la mort subite du nourrisson, et mécène. Des jumeaux, âgés de 7 mois, tous deux partis la même nuit. Les probabilités étaient astronomiques, avait dit le détective, mais pas impossible. Il n'y avait aucun signe d'acte criminel, aucune preuve de suffocation ou de blessure. Juste 2 bébés qui avaient cessé de respirer, quelque part entre minuit et 6 heures du matin. Je savais que c'était faux. Mon corps le savait, mon cœur le savait, mais je n'avais aucune preuve. Rien de concret à donner aux autorités. Juste l'instinct maternel qui hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Le pasteur John a commencé le service par une prière qui sonnait creux à mes oreilles. Ma fille de 4 ans, Emma, était assise à côté de moi dans sa robe noire, inhabituellement calme. Elle était chez sa grand-mère la nuit où les jumeaux sont morts. Diane avait insisté pour la prendre pour une soirée pyjama, disant que j'avais besoin de repos après m'être occupé de jumeaux nourrissons pendant des mois. Trevor avait accepté avant que je puisse protester. Le pasteur a parlé du plan de Dieu et des nouveaux anges du paradis. Chaque mot était comme un coup de couteau. Puis Diane s'est levée pour faire l'éloge funèbre, et mon sang s'est glacé. Elle s'est approchée du podium avec des palans et théâtraux. Sa voix tremblait alors qu'elle commençait à parler de ses précieux petits-fils, et de la façon dont elle avait prié pour leurs âmes. Puis son ton a changé, devenant tranchant et accusateur. Ces bébés étaient innocents, a dit Diane, sa voix portant à travers la chapelle, plus rien touché par le péché. Parfois, Dieu reprend les innocents pour les épargner de ceux qui les attendent. Il voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Il sait quel genre d'influence aurait pu façonner ces garçons s'ils avaient vécu. L'implication flottait dans l'air comme un gaz toxique. Plusieurs proches se sont tournés pour me regarder avec un jugement à peine voilé. La tante de Trevor a chuchoté quelque chose à la femme à côté d'elle, et elles ont toutes deux secoué la tête. Diane a continué, gagnant en confiance grâce aux murmures d'approbation. Dieu les a repris parce qu'il savait quel genre de mère ils avaient. Il a vu l'avenir et a fait preuve de miséricorde. Ma vision est devenue rouge. Les mots se sont échappés de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter, brut et désespéré. Peux-tu au moins te taire en ce jour? La chapelle est tombée dans un silence choqué. Le visage de Diane s'est tordu de rage derrière son voile. Elle est descendue du podium avec une vitesse surprenante, pour une femme qui prétendait être accablée par le chagrin. Avant que je puisse bouger, sa main a percuté ma joue, une gifle cuisante qui a résonné dans la pièce. La douleur s'est à peine fait sentir avant qu'elle n'attrape mes cheveux, ses doigts se tordant cruellement dans les mèches. Elle a forcé ma tête vers le cercueil le plus proche, celui contenant Oliver. Mon front a heurté le bois poli avec un bruit sourd qui a fait crier Emma. La bouche de Diane était contre mon oreille, son souffle chaud et menaçant. Tu ferais mieux de la fermer si tu ne veux pas finir là-dedans. J'ai essayé de me dégager, mais sa prise était d'acier. Trevor a finalement bougé, mais pas pour m'aider. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré en arrière, loin de sa mère. Son visage était déformé par la colère, mais rien de tout cela n'était dirigé contre Diane. Dégage à l'instant, m'a-t-il crié, ses doigts s'enfonçant dans mon bras assez fort pour me faire des bleus.
Comment oses-tu manquer de respect à ma mère? Je l'ai regardé avec incrédulité. C'était l'homme que j'avais épousé il y a 6 ans, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger. Il choisissait sa mère plutôt que moi aux funérailles de nos fils. La trahison coupait plus profondément que n'importe quel coup physique. Emma était restée figée sur son siège, observant tout avec de grands yeux terrifiés. Maintenant, elle glissait du banc et courait vers le pasteur John, tirant sur sa robe avec de petites mains insistantes. Le pasteur la regardait avec surprise, son visage s'adoucissant de sympathie pour l'enfant en deuil. La sœur de Diane, la tante Pamela de Trevor, a bougé rapidement pour intercepter Emma. Elle a tendu la main vers le bras de ma fille, essayant de la ramener vers le banc, mais Emma s'est dégagée avec une détermination inattendue. Pasteur John. La voix d'Emma a retenti, claire et haute, coupant à travers les chuchotements et les bruits de pas. Est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que grand-mère a mis dans les biberons? La chapelle entière est devenue silencieuse. C'était le genre de silence qui précède un tremblement de terre, lourd et menaçant. Chaque tête s'est tournée vers Emma, puis vers Diane, puis de nouveau vers Emma. Le visage de Diane s'est vidé de ses couleurs. Emma, ma chérie, tu es confuse. Tu es juste bouleversée à propos de tes frères. Je ne suis pas confuse. La voix d'Emma devenait plus forte. Je t'ai vu cette nuit-là chez toi. Je suis descendu parce que je t'ai entendu parler au téléphone à propos des bébés. Tu as dit que tu allais tout arranger. Tu avais de la poudre blanche et tu l'as mise dans des biberons. Des biberons spéciaux qui ressemblaient exactement à ceux de maman. Mon cœur s'est arrêté. Chaque molécule d'oxygène semblait quitter la pièce. Trevor s'est avancé vers Emma, son visage étant un masque de calme forcé. Emma, chérie, grand-mère préparait probablement juste des biberons pour le lendemain. Non. Emma s'est éloignée de lui, se rapprochant du pasteur John comme s'il pouvait la protéger. Elle a dit des méchancetés sur maman. Elle a dit que les bébés seraient mieux au paradis qu'avec une mère comme elle. Elle a dit que Dieu comprendrait. Puis elle a mis la poudre blanche dans les biberons et a bien mélangé. Diane s'est précipitée en avant, mais le pasteur John s'est interposé entre elle et Emma, son expression grave. Madame Morrison. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation ailleurs. Cet enfant est traumatisé et confuse. La voix de Diane est montée jusqu'au hurlement. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Trevor, contrôle ta fille. Mais Trevor était devenu pâle. Il regardait sa mère avec une horreur grandissante, et j'ai vu le moment exact où le doute s'est insinué dans ses yeux. Maman. De quoi parle-t-elle? De rien. Elle a 4 ans. Pour l'amour du ciel, tu sais comment les enfants inventent des histoires. Diane regardait autour d'elle, cherchant désespérément du soutien, mais les proches qui hochaient la tête à ces paroles cruelles plutôt reculaient maintenant. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie brute et brisée. Tu as tué mes bébés. Je n'ai rien fait de tel. La voix de Diane était perçante maintenant, désespérée. C'est absurde. J'aime ces garçons. Alors pourquoi as-tu insisté pour prendre Emma cette nuit-là? Les mots sortaient en cascade alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Tu n'as jamais voulu la garder avant. Tu disais toujours qu'un seul enfant était suffisant à gérer, mais cette nuit-là, tu as pratiquement supplié de la prendre. Tu avais besoin qu'elle soit hors de la maison. Emma pleurait maintenant, de grosses larmes roulant sur ses joues. Je ne savais pas que grand-mère faisait quelque chose de mal. Je pensais qu'elle aidait. Elle m'a donné des biscuits et a dit que c'était notre secret. Elle a dit que maman et papa avaient besoin d'une aide spéciale avec les bébés et que nous devions être très discrets à ce sujet. Le visage du pasteur John s'était durci. Je pense que nous devons appeler la police. Vous ne ferez rien de tel. Diane a pratiquement hurlé. Je suis un pilier de cette communauté. Je fréquente cette église depuis 30 ans. Vous croiriez une enfant confuse plutôt que moi. Je crois, a dit le pasteur John calmement, que cet enfant mérite d'être entendu. Et si ce qu'elle dit est vrai, alors ces bébés méritent justice. La tante Pamela de Trevor avait sorti son téléphone. J'appelle le 911. Diane a essayé de s'enfuir. Elle s'est littéralement précipitée vers la porte, mais plusieurs hommes de la congrégation lui ont bloqué le passage. Elle s'est retournée, le visage tordu par la rage et la peur, et soudain, le masque est tombé complètement. La grand-mère en deuil s'est volatilisée, remplacée par quelque chose de froid et de vicieux. Il gâchait tout. Les mots ont explosé d'elle.
Trevor allait gâcher sa vie entière pour ses enfants. Pour elle. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Elle n'a jamais été assez bien pour mon fils. Jamais. Et puis elle l'a piégé avec grossesse après grossesse. Un enfant était acceptable. Mais des jumeaux? 2 bouches de plus à nourrir. 2 raisons de plus pour Trevor de rater les dîners de famille et d'ignorer ses responsabilités envers nous. Trevor restait figé, la bouche légèrement ouverte. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai fait ce qui devait être fait. La voix de Diane avait pris une tonalité maniaque. Un peu d'antigel mélangé au lait maternisé, juste assez pour arrêter leur cœur doucement. Ils n'ont pas souffert. Je m'en suis assuré. Je ne suis pas un monstre. Je les ai juste donnés à Dieu avant qu'ils ne puissent devenir un fardeau. La chapelle a éclaté en hoquets d'horreur et en cris. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser, je ne pouvais pas assimiler ce que j'entendais. Elle venait de confesser. Debout devant les cercueils de nos fils, elle avait admis les avoir assassinés. Emma sanglotait dans la robe du pasteur John. Je voulais aller vers elle, mais mes jambes refusaient de bouger. Trevor est tombé à genoux, émettant un son de plainte horrible. La police est arrivée en quelques minutes, sirène hurlante. Diane a essayé de se rétracter immédiatement, prétendant que le chagrin l'avait rendue hystérique, qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Mais trop de gens avaient entendu la confession. Le témoignage d'Emma, combiné à l'effondrement de Diane, a suffi pour que la police rouvre l'enquête sur le champ. Ils ont exhumé mes bébés le jour même. J'ai dû signer des papiers donnant la permission de troubler leur repos, avant même qu'ils ne soient correctement enterrés. Les rapports de toxicologie sont revenus 48 heures plus tard, confirmant des niveaux élevés d'éthylène glycol dans les systèmes des 2 garçons. Empoisonnement à l'antigel. Diane a été arrêtée et inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le père de Trevor a essayé d'engager des avocats coûteux, mais le dossier était béton. Emma l'avait vu préparer les biberons empoisonnés. Les images de sécurité d'une quincaillerie montraient Diane achetant de l'antigel 3 jours avant la mort des jumeaux. Ses relevés téléphoniques révélaient des recherches pour « mort infantile indolore » et « combien d'antigel pour arrêter un cœur ». Trevor a demandé le divorce. Pas pour moi, mais pour se séparer de la catastrophe que sa famille était devenue. Il n'a pas pu me regarder pendant des semaines. Il ne pouvait pas parler sans s'effondrer. Sa mère avait assassiné nos enfants parce qu'elle les considérait comme gênants. Les semaines suivant l'arrestation de Diane ont été un flou d'interrogatoires de police, de réunions d'avocats et de nuits sans sommeil. La détective Sarah Mitchell s'est occupée de l'affaire personnellement, me traitant avec une douceur que je n'avais pas connue depuis avant la mort des jumeaux. Elle avait ses propres enfants, m'a-t-elle dit, et ne pouvait pas imaginer la douleur que j'endurais. Emma a dû être interrogée plusieurs fois. Des pédopsychiatres ont été amenés pour s'assurer que son témoignage n'avait pas été dicté ou influencé. Chaque séance la laissait épuisée et collante, effrayée de me laisser hors de sa vue. Elle dormait dans mon lit toutes les nuits, se réveillant en hurlant à cause de cauchemars où sa grand-mère la poursuivait avec des biberons pleins de poison. Trevor a réemménagé temporairement chez son père. Son père, Robert Morrison, a vieilli de 10 ans en l'espace d'une semaine. L'homme qui avait toujours été si fier du statut social de sa femme et de son engagement à l'église marchait maintenant comme un fantôme. Il a essayé de s'excuser auprès de moi une fois, se présentant à ma porte avec des fleurs et les larmes aux yeux. J'aurais dû le voir, a dit Robert, sa voix se brisant. Elle parlait de toi parfois. Disait des choses cruelles quand tu n'étais pas là. Je pensais que c'était juste des bêtises typiques de belle-mère, tu sais, de la compétition pour l'attention de Trevor. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. J'ai pris les fleurs mais je ne pouvais pas lui offrir de réconfort. Son ignorance, volontaire ou non, avait contribué à un environnement où Diane se sentait justifiée dans sa haine envers moi. Il est parti les épaules voûtées, et j'ai jeté les fleurs à la poubelle dès que la porte s'est refermée. Les nouvelles locales ont repris l'histoire en premier. Une jeune reporter nommée Kristen Yang est venue à ma porte pour demander une interview. J'ai refusé initialement, mais mon avocat, James Cardwell, a suggéré que cela pourrait aider à influencer l'opinion publique. Il y avait encore des gens en ville qui croyaient au récit initial de Diane, qui chuchotaient que j'avais dû faire quelque chose pour provoquer des actions aussi extrêmes. L'interview a été diffusée un jeudi soir. J'étais assise dans mon salon, Emma étant chez une amie, me regardant à l'écran parler de mes bébés. Kristen avait été respectueuse,
se concentrant sur les courtes vies d'Oliver et de Lucas plutôt que de sensationnaliser leur mort. Je lui ai montré des photos d'eux, j'ai parlé de leurs différentes personnalités. Bien qu'ils soient jumeaux, Oliver avait été plus sérieux, étudiant tout avec une concentration intense. Lucas souriait constamment, gloussant à la moindre provocation. La réponse du public a été écrasante. Mes comptes de réseaux sociaux, que j'utilisais à peine auparavant, se sont remplis de messages de soutien. Des inconnus envoyaient des cadeaux pour Emma, des dons pour les frais funéraires, et même des menaces dirigées contre Diane et quiconque la défendait. Un fonds commémoratif a été établi à la banque locale, collectant de l'argent pour la recherche sur la mort subite du nourrisson et l'éducation à la sécurité infantile. Mais tout le monde n'était pas sympathique. La famille élargie de Trevor s'est fracturée en camps. Sa tante Pamela, qui avait appelé la police aux funérailles, prenait régulièrement des nouvelles d'Emma et de moi. Elle apportait des repas, proposait de faire du babysitting, et s'excusait sans fin de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs. Mais l'oncle de Trevor, George, le frère de Diane, a publié une longue diatribe sur les réseaux sociaux affirmant qu'Emma avait subi un lavage de cerveau et que Diane était piégée par une belle-fille ingrate. Les commentaires sous le post de George étaient vicieux. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me traitaient de noms terribles, suggéraient que j'avais d'une manière ou d'une autre tout orchestré pour piéger Diane. Une femme a prétendu qu'elle était allée à l'école avec moi et que j'avais toujours été manipulatrice et en quête d'attention. Je ne l'avais jamais rencontrée de ma vie. James m'a conseillé de rester entièrement à l'écart des réseaux sociaux. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes, a-t-il dit lors d'une de nos réunions. Les rapports de toxicologie, le témoignage d'Emma, la propre confession de Diane. Ce sont des faits. Les opinions de gens au hasard sur Internet ne changent pas les faits. L'audience préliminaire a eu lieu 6 semaines après l'arrestation. J'étais assise dans la salle d'audience, regardant Diane entrer dans une combinaison orange, ses cheveux plus gris que dans mon souvenir, son visage hagard sans maquillage. Elle m'a regardé une fois, et la haine dans ses yeux était si pure qu'elle m'a donné la chair de poule. Aucun remords, aucun regret, juste de la colère d'avoir été prise. Emma n'a pas eu à témoigner à l'audience préliminaire, mais son interview enregistrée avec les services de protection de l'enfance a été diffusée pour le juge. Regarder ma fille sur cet écran, expliquant de sa petite voix ce qu'elle avait vu, a brisé quelque chose en moi une nouvelle fois. Elle avait été si innocente, si confiante envers sa grand-mère. Diane avait fait de cette confiance une arme. Le juge a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller au procès. L'avocate de Diane, une femme à l'allure vive nommée Patricia Hendricks, a soutenu que la confession avait été extorquée par le chagrin et le choc. Elle a souligné le casier vierge de Diane, son engagement communautaire et sa réputation de grand-mère dévouée. Mais le juge n'a pas été influencé. La caution a été fixée à $2 millions, ce que Robert ne pouvait pas se permettre même après avoir hypothéqué tout ce qu'il possédait. Trevor a commencé à boire. Je le sentais sur lui quand il venait chercher les affaires d'Emma à la maison. Ses mains tremblaient alors qu'il emballait ses jouets dans des cartons, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Une partie de moi avait pitié de lui. Il avait perdu ses fils et sa mère en un seul coup dévastateur. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait de lui m'attrapant aux funérailles, ne ressentait rien d'autre qu'un vide froid. « Je suis désolé », a-t-il chuchoté à un moment donné, sans me regarder. « Je suis tellement désolé pour tout. Pour ne pas t'avoir cru, pour l'avoir défendu, pour avoir été aveugle à qui elle était vraiment. Tes excuses ne les ramènent pas, ai-je répondu calmement. Les mots ne se voulaient pas cruels, juste honnêtes. Il a hoché la tête et a continué à emballer en silence. Ma propre famille a essayé d'aider à sa manière. Ma mère, Ruth, est venue d'Arizona et est restée 3 semaines. Elle a cuisiné des repas que je ne pouvais pas manger, nettoyé une maison dont je me fichais, et m'a tenu pendant que je pleurais au milieu de la nuit. Mon père, Thomas, appelait tous les jours, sa voix bourrue d'émotions contenues. Il n'avait jamais beaucoup aimé Trevor, il le trouvait trop passif, trop contrôlé par sa mère. Il n'a pas dit, je te l'avais dit, mais je pouvais l'entendre dans les silences entre ses mots. Ma sœur, Nathalie, voulait venir aussi, mais elle avait 3 enfants à elle et ne pouvait pas les laisser longtemps. À la place, elle a envoyé des colis remplis des collations et livres préférés d'Emma, accompagnés de lettres me rappelant que j'étais plus forte que je ne le savais. J'ai gardé chaque lettre dans une boîte, quelque chose à lire quand l'obscurité semblait trop lourde. Le plus dur a été de fermer la chambre d'enfant. Oliver et Lucas partageaient une chambre peinte en bleu doux avec des nuages au plafond et des lettres de l'alphabet au mur.
Leur berceau était vide, les mobiles suspendus immobiles au-dessus d'eux. J'avais laissé la pièce exactement telle qu'elle était, incapable d'affronter la finalité de tout emballer. Ma mère a proposé de le faire pour moi, mais je savais que ça devait être moi. Par un samedi gris, 2 mois après les funérailles, je suis finalement entré avec des cartons et des sacs poubelles. Chaque objet semblait impossiblement lourd. De minuscules chaussettes, des bodys qu'ils n'avaient portés qu'une seule fois, des couvertures qui sentaient encore faiblement la lotion pour bébé. J'ai tout plié soigneusement, plaçant les articles dans des boîtes étiquetées. À donner. À garder pour Emma quand elle sera plus grande. J'ai trouvé un journal que je tenais, documentant les premières étapes des jumeaux. Oliver s'est retourné aujourd'hui, disait une entrée. Lucas a ri du chat. Des moments simples qui semblaient banals à l'époque semblaient maintenant précieux au-delà de toute mesure. Je me suis assise par terre en lisant chaque entrée, pleurant si fort que je pensais que je pourrais me briser. C'est là qu'Emma m'a trouvé des heures plus tard, entourée de boîtes et de souvenirs. Elle a rampé sur mes genoux sans rien dire, ses petits bras s'enroulant autour de mon cou. Nous sommes restés comme ça jusqu'au coucher du soleil. 2 personnes essayant de se maintenir ensemble. Le procès a été un cirque médiatique. Des camionnettes de presse campaient devant le tribunal. Les gros titres hurlaient à propos de la grand-mère qui avait tué ses petits-enfants. Diane a maintenu son innocence jusqu'à ce que l'accusation diffuse l'enregistrement des funérailles, sa propre voix claire et accablante, je les ai juste donnés à Dieu avant qu'ils ne puissent devenir un fardeau. Le dossier de l'accusation était méthodique et dévastateur. Ils ont fait venir le médecin légiste qui avait pratiqué les autopsies, expliquant en détail clinique comment l'empoisonnement à l'éthylène glycol avait arrêté les reins et le cœur de mes bébés. Ils ont montré au jury des photos de la quincaillerie où Diane avait acheté de l'antigel. Les images de sécurité étaient assez claires pour voir son visage alors qu'elle parcourait différentes marques avant de choisir l'option la plus toxique. Le témoignage d'Emma a été le centre émotionnel du procès. Le juge lui a permis de témoigner via un circuit fermé de télévision pour lui épargner de faire face à la salle d'audience. J'ai regardé depuis mon siège alors que ma fille, portant sa robe violette préférée, répondait aux questions douces du procureur. Elle a décrit comment elle est descendue chez Diane, a vu sa grand-mère au téléphone, et l'a regardé mélanger de la poudre blanche dans des biberons qui ressemblaient exactement à ceux de maman. Patricia Hendricks, l'avocate de Diane, a essayé de discréditer Emma lors du contre-interrogatoire, suggérant que sa mémoire n'était pas fiable, qu'elle avait été influencée par des adultes dictant son témoignage. Mais Emma est restée cohérente, même lorsqu'Hendricks l'a pressée sur les détails. Le jury a regardé avec un malaise visible alors qu'une femme adulte interrogeait agressivement une enfant sur ses frères et sœurs assassinés. La stratégie de la défense consistait à peindre Diane comme une grand-mère dévouée qui avait subi une dépression nerveuse. Ils ont fait venir un psychiatre qui a témoigné des épisodes psychotiques brefs, déclenchés par le stress. Selon cet expert, Diane avait été submergée par les obligations familiales et avait vécu une rupture complète avec la réalité, agissant dans un état de fugue sans comprendre ses actions. L'accusation a démantelé cette théorie systématiquement. Ils ont montré que Diane avait fait des recherches sur l'empoisonnement à l'antigel des jours avant les meurtres, qu'elle avait acheté le poison délibérément, qu'elle avait créé un plan élaboré pour faire sortir Emma de ma maison afin de pouvoir échanger les biberons empoisonnés avec les normaux. Ce n'était pas une rupture soudaine avec la réalité. C'était un meurtre avec préméditation. Plusieurs amis de Diane ont témoigné de conversations où elle s'était plainte de moi. Une femme, Catherine Wheeler, a raconté en larmes un déjeuner où Diane avait dit « Ces jumeaux gâchent la vie de mon fils. Il serait mieux s'il n'était jamais né. » Une autre amie, Margaret Daniels, a décrit l'obsession de Diane à maintenir le contrôle sur Trevor, sa peur que la maternité ne me change en quelqu'un de plus affirmé, quelqu'un qui ne tolérerait pas son ingérence. Trevor a été appelé à témoigner. Il avait l'air terrible à la barre, son costume flottant sur une charpente qui avait perdu 10 kilos. Le procureur l'a interrogé sur la relation de sa mère avec moi, sur les tensions dans la famille. Trevor a admis que Diane n'avait jamais approuvé notre mariage, qu'elle avait essayé de le dissuader de faire sa demande, qu'elle avait pleuré à notre mariage, prétendant que je volais son fils. « Votre mère a-t-elle jamais fait des menaces concernant vos enfants » a demandé le procureur. La voix de Trevor était à peine audible. Après la naissance des jumeaux, elle m'a dit que j'étais insensé. Elle a dit que 2 enfants de plus draineraient nos ressources, que nous ne pouvions pas nous le permettre. Quand je lui ai dit que nous nous débrouillerions, elle a dit. Peut-être que Dieu nous montrerait un signe que nous faisions une erreur. La salle d'audience est devenue silencieuse.
Même les journalistes ont arrêté de taper. Le témoignage de Trevor, plus que toute autre chose, a révélé la profondeur de la malveillance de Diane. Elle n'avait pas agi dans un moment de folie. Elle avait construit cela pendant des mois, peut-être des années. La défense a essayé de récupérer le coup en appelant des témoins de moralité qui ont loué le travail bénévole de Diane à l'église, ses collectes de fonds pour des charités locales, et sa réputation de voisine aimable, mais leur témoignage sonnait faux face à la montagne de preuves prouvant qu'elle était une meurtrière. Les plaidoyers finaux ont duré une journée entière. Le procureur a guidé le jury à travers chaque élément de preuve, créant une chronologie qui montrait une planification et une exécution délibérée. Ce n'était pas une grand-mère qui aimait trop, a-t-il dit, sa voix lourde de mépris. C'était une femme qui valorisait le contrôle plus que la vie humaine. Elle a assassiné 2 bébés innocents parce qu'ils dérangeaient sa vision de ce à quoi la vie de son fils devait ressembler. Patricia Hendricks a fait un plaidoyer passionné pour la clémence, arguant que condamner une femme âgée à la prison à vie ne servait aucun but, que l'âge et les problèmes de santé de Diane signifiaient qu'elle n'était pas un danger pour la société. Elle a fait une terrible erreur dans un moment d'instabilité mentale, a soutenu Hendricks. Mais ce n'est pas un monstre. C'est une femme malade qui a besoin de traitement, pas de punition. Le jury a délibéré pendant 8 heures. J'ai attendu dans une salle d'aide aux victimes avec James, incapable de manger ou de boire. Mes mains tremblaient chaque fois que j'essayais de tenir un gobelet d'eau. Emma était avec ma mère à l'hôtel, épargnée de cette attente angoissante. Quand l'huissier nous a rappelés, mes jambes supportaient à peine mon poids. Le jury est entré, aucun d'eux ne regardant Diane. C'est là que j'ai su. Sur le chef d'accusation de meurtre au premier degré dans la mort d'Oliver Morrison, quel est votre verdict? Coupable. Sur le chef d'accusation de meurtre au premier degré dans la mort de Lucas Morrison, quel est votre verdict? Coupable. Diane s'est effondrée sur sa chaise, gémissant. Patricia Hendricks a mis un bras autour d'elle, mais même l'avocate semblait vaincue. Trevor est resté immobile dans la galerie, des larmes coulant sur son visage. Robert Morrison a quitté la salle d'audience immédiatement, ses sanglots résonnant dans le couloir. Elle a été reconnue coupable des 2 chefs d'accusation. Le juge a qualifié cela de l'un des crimes les plus sans cœur qu'il ait rencontrés en 30 ans de carrière. Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, 2 peines consécutives. Emma avait besoin de thérapie. Elle faisait des cauchemars à propos de biberons et de poudre blanche. Un pédopsychiatre a expliqué qu'elle avait été conditionnée pour garder des secrets, que Diane l'avait manipulée pour obtenir son silence. Emma avait sincèrement cru que sa grand-mère faisait quelque chose d'utile, quelque chose d'aimant. Apprendre la vérité avait brisé quelque chose dans son jeune esprit. La première thérapeute que nous avons essayée n'a pas fonctionné. Le docteur Amanda Price avait d'excellentes références mais parlait à Emma comme si elle était un cas d'étude plutôt qu'une enfant traumatisée. Après 3 séances où Emma est restée silencieuse et renfermée, j'ai trouvé quelqu'un de nouveau. Le docteur Lisa Hernandez se spécialisait dans les traumatismes infantiles et avait une approche chaleureuse et douce qui a finalement permis à Emma de s'ouvrir. Les séances étaient bi-hebdomadaires au début. Je m'asseyais dans la salle d'attente, écoutant les voix étouffées à travers la porte, me demandant ce que ma fille disait, quels souvenirs elle revivait. Le docteur Hernandez a expliqué qu'Emma portait une culpabilité énorme. Elle croyait que si elle l'avait dit à quelqu'un plus tôt, ses frères seraient peut-être encore en vie. Aucune réassurance de ma part ne pouvait lever ce fardeau. Cela devait passer par un travail thérapeutique, par Emma apprenant qu'elle avait été une victime, elle aussi. Manipulée par une adulte en qui elle avait confiance. Les cauchemars étaient la pire partie. Emma se réveillait en hurlant, trempée de sueur, appelant ses frères. Parfois, elle était somnambule, et je la trouvais debout dans ce qui était autrefois la chambre d'enfant, fixant l'espace vide où se trouvait leur berceau. Le docteur Hernandez a prescrit un médicament à faible dose pour aider au sommeil, quelque chose auquel j'avais initialement résisté, mais que j'ai finalement accepté quand Emma a passé 72 heures à dormir à peine. Le retour à la maternelle a été un autre défi. Les autres parents savaient ce qui s'était passé. Tout le monde en ville savait. Certains étaient compatissants, faisant tout leur possible pour demander comment allait Emma, proposant des rendez-vous de jeu et du soutien. Mais d'autres chuchotaient quand je déposais Emma, leurs yeux nous suivant avec une curiosité morbide. Une mère m'a carrément approché sur le parking pour me demander si j'envisagerais d'être interviewé pour son podcast sur les crimes réels. Je lui ai dit de me laisser tranquille dans un langage qui l'a fait halter et se plaindre à la directrice de l'école. L'institutrice d'Emma,
mademoiselle Caroline, était une bénédiction. Elle enseignait depuis 20 ans et savait comment gérer un enfant en deuil sans le faire se sentir différent des autres enfants. Elle a créé un coin mémoire dans la classe où n'importe quel enfant pouvait dessiner ou écrire des notes sur les personnes qui leur manquaient. Emma dessinait constamment des images d'Oliver et Lucas, les montrant toujours avec des ailes d'ange et des sourires. Le procès civil contre les parents de Trevor a pris des mois à préparer. James Cardwell m'a prévenu que ce serait laid, que Patricia Hendricks essaierait d'argumenter que les actifs de Diane devaient être protégés parce qu'elle avait été malade mentale. Mais je me fichais de la laideur désormais. Mes bébés étaient morts à cause de la haine de Diane et de l'aveuglement volontaire de Robert. Ils avaient de l'argent caché dans des comptes de retraite et des investissements immobiliers, et je voulais chaque centime. Robert a essayé de négocier un règlement avant le procès. Il est venu chez moi avec son nouvel avocat, un jeune homme nerveux nommé Kevin Foster, qui ajustait constamment ses lunettes. Robert avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans, ses cheveux complètement blancs maintenant, des rides profondes gravées sur son visage. « Je sais que l'argent ne peut pas les ramener », a dit Robert, sa voix tremblante. « Mais s'il te plaît, pouvons-nous régler cela en privé ? Les frais juridiques détruisent le peu qu'il nous reste. Je te donnerai tout. La maison, ma retraite, tout. Juste s'il te plaît, ne traîne pas ça dans un autre procès. » Je l'ai regardé à travers ma table de cuisine. Cet homme qui avait permis la cruauté de sa femme pendant des décennies. « Tu savais qu'elle me haïssait ?» ai-je dit calmement. Tu as entendu les choses qu'elle disait et tu n'as rien fait. Tu en as ri comme d'un drame inoffensif de belle-mère. Ton silence a aidé à tuer mes enfants. Robert a éclaté en sanglots, mais je n'ai rien ressenti. James a négocié le règlement, 4 millions de dollars, ce qui a obligé Robert à tout liquider. La maison où Diane avait mélangé le poison s'est vendue rapidement. Robert a emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Son entreprise a fermé, sa retraite a disparu. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir coupable de détruire la vie d'un vieil homme. Mais ensuite je regardais les yeux vides d'Emma où visitaient les tombes de mes fils, et la culpabilité s'évaporait. Robert avait le choix. Il aurait pu tenir tête à sa femme, aurait pu me défendre, aurait pu remarquer que quelque chose n'allait pas. Il a choisi le confort plutôt que le courage, et maintenant il vivait avec les conséquences. La transformation de Trevor était tout aussi frappante. L'homme que j'avais épousé était confiant et ambitieux, planifiant toujours notre avenir, parlant de la vie que nous construirions ensemble. L'homme dont j'ai divorcé était brisé et perdu, buvant jour après jour, incapable de garder son emploi au cabinet comptable. L'effondrement de l'entreprise de son père signifiait que Trevor perdait son héritage attendu, et le scandale rendait la recherche d'un nouvel emploi presque impossible. Il a commencé à se présenter au rendez-vous thérapeutique d'Emma, demandant au docteur Hernandez s'il pouvait assister aux séances familiales. Elle a d'abord consulté Emma, demandant si voir son père aiderait ou ferait mal. La réponse d'Emma a été déchirante. Je ne sais pas si papa m'aime encore. Il a choisi grand-mère plutôt que maman. La séance familiale a été brutale. Trevor a sangloté pendant la majeure partie, essayant d'expliquer à sa fille de 4 ans pourquoi il avait réagi de la sorte aux funérailles. J'étais sous le choc, a-t-il dit. Je ne pouvais pas croire que ma mère ferait quelque chose d'aussi maléfique. Mon cerveau ne pouvait pas le traiter, alors j'ai par défaut pris sa défense parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Mais j'avais tort, Emma. J'avais tellement tort. Emma écoutait avec une expression solennelle bien trop mature pour son âge. Quand Trevor a fini, elle a demandé calmement « Est-ce que tu aimes toujours grand-mère » La question a flotté dans l'air comme de la fumée. Le visage de Trevor s'est chiffonné. Je ne sais plus ce que je ressens. C'est toujours ma mère, mais elle a assassiné mes fils. Comment concilier ces choses ? Le docteur Hernandez a guidé la conversation doucement, mais il est devenu clair que l'ambivalence de Trevor était quelque chose qu'Emma ne pouvait pas gérer. Elle avait besoin de certitude, besoin de savoir que son père avait choisi le bon côté définitivement. Son incapacité à condamner complètement Diane laissait Emma avec un sentiment d'insécurité autour de lui. Notre arrangement de garde est devenu limité après cela. Trevor pouvait voir Emma une fois par semaine dans un centre de visite surveillé, mais elle demandait souvent à sauter les visites. Il s'asseyait dans la salle de visite en attendant pendant qu'Emma jouait dans ma voiture dehors, refusant d'entrer. Finalement, Trevor a arrêté d'insister. Il a signé la garde complète et a déménagé 3 États plus loin pour un nouveau départ, quelque part où son nom ne portait pas le poids de la tragédie familiale.
L'attention médiatique s'est finalement calmée après environ 8 mois. Les journalistes ont arrêté d'appeler, les camionnettes de presse ont disparu, et les gens en ville ont commencé à me traiter de nouveau comme une personne au lieu d'un titre tragique. Mais les dommages à mon sentiment de sécurité étaient permanents. Je ne pouvais pas aller à l'épicerie sans scanner chaque visage, me demandant si les gens me jugeaient, me prenaient en pitié, ou pire, sympathisaient de cette manière écœurante qui me faisait me sentir comme une victime plutôt qu'une survivante. Trevor et moi avons essayé de reconstruire notre mariage, mais les fondations étaient trop endommagées. Il avait pris le parti de sa mère aux funérailles, m'avait attrapé et crié dessus alors que je pleurais nos fils assassinés. Ce moment repassait dans ma tête chaque fois que je le regardais. Nous nous sommes séparés 6 mois après la fin du procès, finalisant notre divorce 1 an plus tard. J'ai poursuivi les parents de Trevor au civil. Ils avaient de l'argent, beaucoup, soigneusement économisé et investi pendant des décennies. Je voulais chaque centime, pas pour moi, mais pour l'avenir d'Emma. Pour la thérapie dont elle aurait besoin pendant des années, pour la vie qu'Oliver et Lucas n'auraient jamais. Le jury m'a accordé 4 millions de dollars de dommages et intérêts. Le père de Trevor a dû vendre leur maison, son entreprise, tout ce qu'il possédait. Je n'ai pas ressenti une once de sympathie. Emma et moi avons déménagé dans un autre état, quelque part où le nom de Diane ne signifiait rien. Nous avons changé légalement notre nom de famille, coupant tout lien avec la famille Morrison. Emma a pris un nouveau départ dans une nouvelle école où personne ne la connaissait comme l'enfant dont la grand-mère avait assassiné ses petits frères. Je visite les tombes d'Oliver et Lucas chaque année pour leur anniversaire. Ils auraient eu 6 ans cet été. J'apporte des fleurs et m'assois entre leurs pierres tombales, leur racontant les réussites d'Emma, la vie qu'ils auraient dû avoir. Parfois, j'apporte des photos de bébés, leurs visages souriants capturés dans des moments plus heureux avant que Diane ne me les prenne. Emma pose des questions sur eux de temps en temps. Elle veut savoir s'ils auraient aimé les mêmes jeux qu'elle. S'ils auraient été drôles ou sérieux, sportifs ou artistiques. Je lui dis qu'ils auraient été parfaits parce qu'ils étaient ses frères et qu'elle les aurait aimés quoi qu'il arrive. Diane envoie parfois des lettres de prison adressées à moi. Je les brûle sans les lire. Le psychologue de la prison dit qu'elle a exprimé des remords, qu'elle veut le pardon, mais certains actes existent au-delà de la possibilité du pardon. Elle a pris mes bébés et a essayé de me blâmer pour leur mort. Elle a cogné ma tête contre leur cercueil et a menacé de me tuer aussi. Il n'y a pas de rédemption pour cela. Trevor s'est remarié l'année dernière. Sa nouvelle femme est enceinte. Une partie de moi se demande s'il lui a dit ce que sa mère a fait, si elle sait dans quelle famille elle se marie. Mais ce n'est plus mon problème. Il a fait son choix à ses funérailles quand il a défendu la femme qui a assassiné nos enfants. Emma s'épanouit d'une manière que je n'aurais jamais espérée. Elle est résiliente et gentille, bien que des ombres traversent encore son visage quand elle voit des bébés. Elle fait du bénévolat dans un refuge pour victimes de violences domestiques, aidant à surveiller les enfants pendant que leur mère assiste à des groupes de soutien. Elle dit qu'elle veut protéger les enfants qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Parfois, les gens me demandent si je crois à la conclusion, au deuil achevé. Ils veulent savoir si la condamnation a apporté la paix, si voir Diane condamnée m'a aidé à guérir. La vérité est plus compliquée que ça. Justice a été rendue, mais mes fils sont toujours morts. Aucune peine de prison ne me les rendra. La blessure ne se referme jamais complètement. J'ai juste appris à vivre avec elle ouverte. Mais j'ai survécu. Emma a survécu. Nous avons construit une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Diane voulait me détruire, me peindre comme une mère incompétente pendant qu'elle jouait la martyre. Au lieu de cela, ses propres mots l'ont condamnée. Le témoignage courageux d'une enfant de 4 ans a exposé le monstre qui se cachait derrière le masque de la grand-mère. Mes bébés ne sont pas morts parce que Dieu les a repris. Ils sont morts parce qu'une femme cruelle a décidé que son confort importait plus que leur vie. Mais on se souvient d'eux maintenant. Vraiment. Pas comme des victimes de tragédie, mais comme des victimes de meurtre. Leurs morts ont signifié quelque chose. Ils ont changé les lois dans notre État concernant les droits des grands-parents et le signalement obligatoire des morts infantiles suspectes. Emma et moi avons planté un jardin le printemps dernier. 2 petits érables, un pour Oliver et un pour Lucas, grandissant fort et haut dans notre jardin. Ils fleurissent chaque année, un mémorial vivant pour les garçons qui devraient être en train de les grimper, de jouer dessous, de grandir à leur côté. La vie continue, même quand cela semble impossible. Le soleil se lève toujours. Emma rit toujours. Je trouve encore des moments de joie cachés entre le chagrin.
Diane a pris mes bébés, mais elle n'a pas tout pris. Elle n'a pas pris ma force, ni ma fille, ni ma volonté de continuer à avancer. Et cela, en fin de compte, est ma vengeance. Elle voulait me briser pour prouver que j'étais faible et indigne. Au lieu de cela, je suis debout alors qu'elle pourrit dans une cellule. J'élève une fille magnifique et compatissante pendant qu'elle est assise seule avec sa culpabilité. Je vis pendant qu'elle est piégée dans les conséquences de ses actions. Les funérailles étaient censées être la fin de mon histoire. Diane a essayé d'écrire cette fin, a essayé de faire de moi la méchante pendant qu'elle jouait la victime, mais la voix d'Emma a changé le récit. La vérité d'une enfant a brisé les mensonges d'une tueuse. Mes garçons méritaient mieux que ce qu'ils ont eu. Ils méritaient de grandir, d'apprendre et de jouer, et de devenir qui ils étaient censés être. Je ne peux pas leur donner ça, mais je peux m'assurer que leur mort n'a pas été vaine. Je peux être la mère que Diane prétendait que je n'étais pas. Je peux élever Emma pour qu'elle soit forte et honnête, pour qu'elle parle quand elle voit une injustice, pour ne jamais laisser la peur réduire la vérité au silence. Oliver et Lucas sont partis, mais ils ne sont pas oubliés. Chaque jour, je les porte avec moi. Chaque choix que je fais est guidé par la mère qu'ils ont fait de moi. Et c'est quelque chose que la cruauté de Diane ne pourra jamais toucher, ne pourra jamais souiller, ne pourra jamais prendre.